Merci à notre partenaire, Fonds FMOQ. Donc, bonjour Félicia. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci. On va se lancer droit dans le sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, puis ensuite on va parler du PL106 et de ses impacts? Parfait. Oui, moi c'est Félicia Harvey. Je suis vice-présidente à la Fédération médicale étudiante du Québec, qu'on appelle FMEQ, et je suis aussi étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Je suis externe en 2e année. Merci. Donc, on aimerait savoir, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé rapide de la situation actuelle avec le PL106? Le ministre a déposé le projet de loi 106 lors du printemps dernier. Lors du dépôt d'un projet de loi, il y a des commissions parlementaires. Puis lors de cette commission parlementaire-là, les différents groupes peuvent aller donner leur opinion sur le projet de loi. Donc nous, la FMEQ, on a eu l'opportunité d'aller s'exprimer pour représenter la voix des étudiants. Puis on a aussi déposé un mémoire. Puis dans notre comparution, on partageait au final les revendications des fédérations, donc FMOQ pour les médecins de famille, puis FMSQ pour les médecins spécialistes. Puis lors de la commission, on a vu que plusieurs acteurs, par exemple le Collège des médecins du Québec ou même les experts qui étaient mandatés par le gouvernement pour écrire un mémoire sur la première ligne, pensaient que le projet de loi 106 n'était pas un bon projet de loi pour atteindre les objectifs souhaités. Donc là, le gouvernement, il y a eu une fin de la session parlementaire, une pause durant l'été. Et donc, le projet de loi 106 a comme été mis sur pause. Puis durant ce temps-là, les négociations avec les médecins continuaient. Donc, c'est vraiment deux choses séparées, mais c'est que le projet de loi 106 a des impacts sur les négociations. Fait que c'est pour ça que là, les deux sont comme un peu interreliés en ce moment. Donc, durant l'été, il y a eu des négociations par rapport à l'entente cadre. Et là, au retour de l'été, le gouvernement a maintenu là, son désir et sa volonté de poursuivre avec le projet de loi 106. Puis là, ça a vraiment créé l'impasse dans laquelle on est. Et les médecins spécialistes, d'abord, ont décidé de recourir à la grève de l'enseignement comme moyen de pression qu'ils peuvent mettre sur le gouvernement pour le faire plier. Parce que les médecins, donc tous les médecins, sont quand même limités dans les moyens de pression qu'ils peuvent utiliser. Par la loi, là, ils ne peuvent pas, par exemple, aller en grève générale parce qu'ils offrent des services essentiels. Donc là, ils ont mis ce moyen de pression-là en septembre. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait déjà 5 semaines de compléter. Donc là, durant ces 5 semaines-là, tous les cours qui étaient fournis par des médecins spécialistes ont été cessés et tous les stages qui étaient offerts par des médecins spécialistes ont été cessés. Une chose qui est importante de comprendre, c'est qu'en médecine, tous les cours, c'est des médecins qui les donnent. Tous les enseignements, les activités d'enseignement, c'est les médecins. Donc, il n'y a pas de professeur de médecine en tant que tel, c'est vraiment les médecins. Donc, si les médecins arrêtent d'enseigner, notre formation est paralysée. Donc, pour les 2 premières années du programme qu'on appelle le préclinique, où les étudiants sont à l'université, ont des cours, des examens, là, les universités ont essayé de trouver des solutions. Par exemple, là, prendre des enregistrements d'années précédentes. Et avant que la FMOQ aille en grève, les médecins omnipraticiens pouvaient offrir des cours. Puis là, on diffusait ces cours-là à plus d'étudiants. Il y a aussi des universités qui ont demandé aux étudiants de s'enseigner eux-mêmes la matière pour poursuivre le cursus. Alors, évidemment, en termes de qualité d'enseignement, nous, on était un peu inquiets parce qu'on se disait, c'est des bonnes solutions. Merci de travailler, essayer de diminuer les impacts, mais en attendant, un externe senior ne remplacera pas un professeur ou un médecin. Mais la situation est encore plus grave pour les externes qui, eux, sont les étudiants en médecine dans les hôpitaux. Donc, on est en temps plein dans les hôpitaux, on fait des stages cliniques dans toutes les spécialités. Bien, pour eux, on n'avait comme aucune solution parce que y a pas vraiment de manière de remplacer l'exposition clinique à part d'être à l'hôpital. Donc là, il y a certains étudiants, par exemple, qui étaient en stage de médecine de famille pour qui le stage continuait, mais à part eux, les stages étaient arrêtés. Et là, la semaine dernière, il y a eu l'échec là, de la médiation qui avait été entrepris là, par les 2 fédérations et le gouvernement. Et donc, la FMOQ a décidé d'emboîter le pas également dans la grève. Donc, à partir de la semaine passée, jeudi dernier, c'est vraiment toutes les activités d'enseignement là, qui sont cessées pour les étudiants en médecine du Québec. Donc, on est près de 5000. Donc, les impacts sont majeurs. Et dans ce contexte-là, les doyens, la semaine dernière, ont annoncé que si la grève se poursuivait, ils ont donné la date du 20 octobre comme date butoir où il y aurait des impacts irréversibles sur la graduation des étudiants. Donc là, cette date-là a été atteinte hier. Et là, on parle déjà de près de la moitié des finissants. Donc au Québec, on est 1000 finissants. Là, on est
plus de la moitié, en fait. Donc, on est déjà à 500 étudiants qui ne pourront pas graduer en temps et lieu. Et pourquoi c'est important? C'est que après nos études médicales, après notre diplôme, on doit entreprendre la résidence, qui est la spécialité. Et cette résidence-là, elle commence le 1er juillet. Donc là, si on ne peut pas graduer à temps, si on n'obtient pas notre diplôme, on ne peut pas commencer cette résidence-là, cette prochaine étape-là. Et là, ça peut avoir des impacts sur la population parce que quand on est résident, on est médecin, on offre des soins, on fait des gardes à l'hôpital. Et donc, là, jusqu'à hier, les impacts étaient vraiment sur les étudiants en médecine, mais à partir d'hier, les impacts sont aussi sur la population québécoise qui va devoir se priver de près de 1000 nouveaux médecins. Donc là, les conséquences escalade. C'est pourquoi nous, on espère vraiment qu'on arrive à une résolution de conflit rapidement. Merci. Puis, en date d'aujourd'hui, la FMEQ, c'est quoi sa position sur tout ça? Oui. Donc, nous, comme je disais tantôt, quand on est allé en commission parlementaire, on avait donné notre opinion sur le projet de loi 106 où, si on résume, là, on partageait de nombreuses revendications là, avec la FMSQ, la FMOQ. Nous, on avait aussi parlé, on avait aussi déploré que le projet de loi ne reconnaissait pas l'enseignement comme une priorité. Puis là, en commission parlementaire, le ministre avait exprimé que lui, sa priorité, c'était la prise en charge. Fait qu'on a l'impression qu'aussi, on est un peu dans cette situation-là aujourd'hui pour prouver que finalement, l'enseignement, c'est essentiel. On le voit, je pense qu'on a la preuve aujourd'hui que ça fait partie intégrante de la tâche des médecins. Donc, nos positions sur le projet de loi 106 sont maintenues. On pense que ce n'est pas un bon projet de loi là, pour le système de santé. Par rapport aux moyens de pression, on comprend, comme je disais tantôt, là, que les médecins spécialistes sont limités. Mais là, évidemment, avec les conséquences qui s'accumulent, on espère vraiment arriver à une résolution de conflit rapidement parce que là, comme je disais, les étudiants sont extrêmement touchés, mais la population aussi est touchée. Donc là, cette semaine, on attend une annonce là, de la part du gouvernement. Puis, je dirais qu'on a très hâte d'en connaître le contenu. Là. Mm-hmm. Puis justement, tu disais que la graduation d'à peu près la moitié des externes risque d'être délayée. Par rapport à la date d'entrée en résidence, qui est le 1er juillet, à quel point est-ce qu'on peut s'attendre à ces délais de graduation? Est-ce que ça se peut que le délai, ce soit de quelques semaines, puis finalement, vous allez tous être capables de faire votre résidence, ou est-ce que ça se peut que la moitié des externes soit décalée d'1 an, carrément? Oui. Donc là, dans le fond, le défi qu'on a en ce moment, c'est que pour obtenir notre diplôme, on doit effectuer tous nos stages dans toutes les spécialités, puis on doit les compléter jusqu'à 80 %. Ça, c'est le critère pour que le stage soit dit valide. Donc là, plus les semaines de grève s'accumulent, plus de stages deviennent invalides. Et donc, ces stages-là vont devoir être repris. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que au Québec, il y a 4 facultés de médecine et le programme diffère. Donc, par exemple, à Sherbrooke, eux, ils ont 1 semaine de vacances entre une année puis une autre année, ce qui est différent de l'UDM ou de d'autres facultés. Donc, les réalités sont pas pareilles entre les universités. Le programme n'est pas formé nécessairement de la même manière. Donc, ça n'a pas les mêmes conséquences sur les étudiants de chaque université. Puis même au sein des universités, il y a des différences parce que, par exemple, un étudiant qui était en stage de médecine de famille pourrait encore à ce jour, encore jusqu'à jeudi, n'avoir manqué aucune journée de grève, aucune journée de stage, alors que d'autres étudiants, eux, étaient en stage de spécialité, juste pas été chanceux dans leur horaire, et eux ont déjà manqué 5 semaines. Donc, il y a des différences entre les universités, puis il y a des différences à l'intérieur même des universités. Nous, ce qu'on demandait aux doyens, c'est d'avoir une date à partir de laquelle, même si on faisait tout ce qu'on pouvait, là, de réduire la durée des stages, de trouver des manières de compléter des stages de d'autres manières, de revirer l'horaire de bord. À partir de quelle date est-ce qu'on serait plus capable d'assurer la graduation pour les étudiants? Parce que depuis le début, on pensait que ça allait durer pas trop longtemps. On faisait des plans de contingence. Il en faisait 1 ou 2 par semaine. OK, là, on va faire ça pour reprendre. On va faire ça pour reprendre. Puis là, on y croyait. On se disait, OK, on va être correct avec le calendrier, tout ça. Mais là, après, les doyens nous ont dit, à partir du 20 octobre, malgré tous nos efforts, il y a des externes qui ne pourront pas graduer. Donc là, hier, on a atteint cette date-là. Donc, pour les 500 ou un peu plus, ça a été confirmé que eux, leur graduation va être retardée. Nous, ce qu'on espère, c'est que la résolution du conflit arrive le plus rapidement possible pour qu'on ne se rende pas à 1000. Parce que là, plus ça avance,
hier, c'était 500, mais avec les jours qui s'ajoutent, ben là, on va atteindre le 1000. Donc, on n'espère vraiment pas se rendre là. Puis, une raison qui explique aussi la complexité, outre l'horaire, c'est que les milieux de stage, ils sont déjà à capacité maximale. C'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de campus délocalisés. Là, au Québec, on a 10 campus de médecine au sein des 4 facultés. C'est justement pour permettre d'ouvrir d'autres milieux de stage aux étudiants en médecine. Et puis en ce moment, on est dans les plus grandes cohortes de l'histoire d'étudiants en médecine au Québec. Et donc là, les milieux de stage ils sont déjà à pleine capacité. Donc là, de dire, ah oui, pendant plusieurs mois, on va devoir accommoder 3 cohortes d'externes, ben c'est pas vraiment réaliste parce qu'on n'a pas les milieux actuellement. Donc là, elle est là notre inquiétude de comment arriver. Puis c'est pour ça qu'on veut que ça aille le plus rapidement possible pour éviter qu'on se rende à 1000. Parce que plus on ajoute d'étudiants, plus ça va être compliqué de les placer. En ce moment, selon les informations qu'on a eues, on parle d'un délai de graduation de 1 mois. Mais comme je disais, si on continue la grève pendant 1, 2, 3 semaines, ben ce délai-là pourrait devenir 2, 3, 4 mois. Mais on n'espère pas se rendre là. C'est ça, puis ça impacte directement les autres cohortes, autant externe 1 que préclinique qui vont rentrer, comme tu dis, parce qu'il n'y aura pas plus de place pour nous là, quand on va rentrer en externe 1. Là. Exactement. Il y a aussi la question, c'est ça, comme le rebours que ça fait sur les autres années, parce que oui, on parle toujours des finissants parce que l'enjeu est comme plus direct, plus objectivable. C'est vraiment juillet 2026, mais la cohorte d'avant, donc une année, les externes juniors, eux ont manqué le même nombre de semaines. Puis, comme je vous disais tantôt, selon les facultés, il y en a qui ont 1 semaine de congé l'été. Donc, même eux pourraient avoir un retard de graduation, même si, techniquement, on se dit, mais c'est dans longtemps, la graduation, c'est dans longtemps, mais à l'externe, on n'a pas beaucoup de vacances. Donc, peut-être que même eux vont avoir un délai de graduation. Pour le moment, il n'y a rien de confirmé parce que peut-être qu'ils vont trouver des manières de remédier à ça d'ici là. Puis, même pour la cohorte d'après qui va rentrer, ben comme je disais tantôt, il va avoir un bouchon à m'amener trop d'externes pour les milieux. Là. Mm-hmm. Nous, on est en discussion là, avec plusieurs acteurs, là, notamment les doyens, les vice-doyens. Je peux pas parler pour eux, puis je sais qu'ils développent des plans. Pour le moment, nous, on n'a pas eu d'informations là, sur le fonctionnement. Je pense qu'ils sont vraiment encore dans l'étape de trouver des solutions. On a aussi eu des discussions là, avec le ministère, là, la branche qui s'occupe là, de l'université au sein du ministère de la Santé. Et eux là, sont en développement aussi de plans dans laquelle on va être inclus là, dans les discussions. On va planifier des rencontres pour planifier justement comment accommoder tout ça pour que ça ait le moins d'impact sur les étudiants possible parce que, tu sais, il y a beaucoup d'étudiants en médecine au Québec qui ne proviennent pas nécessairement de la ville où ils étudient. C'est un programme très contingenté, fait que souvent les gens appliquent un peu partout. Comme je disais, il y a 10 campus délocalisés et souvent les gens veulent, tu sais, c'est vraiment une passion d'aller en médecine et vont être prêts à déménager pour ça. Et donc, il y en a, par exemple, qui pouvaient habiter, je vais prendre moi en exemple, je viens de Chicoutimi, j'ai déménagé à Montréal pour mes études. Puis là, je vais avoir mon match. Par exemple, si je match à Québec, bon, ben là, techniquement, moi, je m'étais dit, je vais déménager pour le 1er juillet pour commencer ma résidence à Québec. Mais si ma graduation est retardée, bien là, il va falloir que je me trouve un logement à Montréal de, par exemple, 1, 2, 3 mois, je ne sais pas exactement, mais que j'aille aussi un logement à Québec parce qu'après ça, ma résidence commence à Québec. Donc là, il y a aussi tous les impacts financiers, organisationnels pour les étudiants. Puis là, je donne un exemple intra-Québec, mais quelqu'un qui match à Vancouver, les enjeux peuvent être assez grands en termes d'organisation et de stress financier. Puis là, pour le moment, nous, ce qu'on fait, c'est on discute de ces enjeux-là avec le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de l'Éducation supérieure. C'est sûr que pour le moment, même pour eux, c'est difficile d'évaluer les solutions parce qu'on ne sait pas combien de temps la grève va durer. Donc, je pense qu'en termes de solutions, les réponses vont commencer à arriver plus au moment où la grève va prendre fin, puis on va pouvoir vraiment se dire, bon, quelle est la situation, qu'est-ce qu'on peut faire. Pour le moment, on est plus en brainstorming d'idées. Puis nous, à la FMEQ, on essaye de partager là, toutes les craintes étudiantes pour qu'elles soient prises en considération. Tu as parlé des impacts financiers, il y a aussi les impacts sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus depuis que le PL 106 a été annoncé, comment les étudiants réagissent? D'abord, le processus CARM, c'est vraiment un processus stressant, là, peut-être pour certains qui
qui ne sont pas familiers, mais comme je disais, après les études médicales, on rentre à la résidence, qui est notre spécialité. Puis c'est via un processus qui est pan-canadien. Donc, on applique à des postes de résidence. Par exemple, je pourrais appliquer en chirurgie à Toronto, je pourrais appliquer en anesthésiologie à Montréal, puis je pourrais tout faire mes choix comme ça. Puis là, je monte un dossier avec un CV, des lettres de motivation, des lettres de recommandation. Et j'envoie ça au programme. Il y a aussi un processus d'entrevue, bref. Et à la date, je pense que c'est le 1er mars, là, où en mars, on reçoit où on a matché, donc où est-ce qu'on va être pris pour la résidence. C'est un processus qui est extrêmement stressant parce que les étudiants, ça fait déjà 5 ans qu'ils sont en médecine et d'autres ont fait d'autres bacs avant ou proviennent du cégep puis ont travaillé extrêmement fort pour entrer en médecine et là, veulent vraiment une spécialité ou deux en particulier et espèrent l'obtenir. Et donc, c'est un processus qui est stressant parce qu'on veut vraiment avoir la meilleure lettre de motivation possible, la meilleure lettre de recommandation. Ça, de base, sans grève, c'est un processus qui est extrêmement stressant. On a des ressources, nous, à la FMEQ, là, pour essayer de, justement, pour le bien-être et tout ça. Puis les universités en ont aussi parce qu'ils savent que c'est un moment stressant. Et là, on ajoute la situation de la grève à ça. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, il y a plusieurs étudiants qui, durant cette période-là, avaient des stages à option qu'ils prenaient dans leur spécialité convoitée pour décider. Parce que là, ça peut sembler... on peut se dire, ben oui, mais tu décideras d'aller dans telle spécialité ou d'autres, mais parfois, on a eu 1 ou 2 semaines seulement dans une spécialité, puis on veut confirmer notre choix avant d'appliquer dans la job qui va être notre job pendant 40 ans. Et donc, il y en a plusieurs qui avaient des stages à option dans ces spécialités-là afin de confirmer leur intérêt ou infirmer leur intérêt avant de signer là-dedans, si on veut. Et donc là, se voient privés de ces stages à option-là, ils se disent, ben, comment je vais faire mon choix? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que dans le processus, il faut des lettres de recommandation qui sont écrites par des médecins. Puis souvent, la stratégie de plusieurs, c'est de dire, ben, si par exemple, je vais aller en chirurgie vasculaire, je vais faire un stage en chirurgie vasculaire, puis je vais vraiment me forcer, je vais être super bon, puis je vais essayer d'avoir une bonne lettre de recommandation par un chirurgien vasculaire. Tu sais, ça a quand même de la force dans un dossier. Mais là, se trouvent privés de leur stage, mais doivent quand même donner ces lettres de recommandation-là. Donc, se sont tellement préparés à ce moment-là, puis là, de manière hors de leur contrôle, ont l'impression d'être désavantagés dans leur dossier. Donc ça crée énormément de stress, puis aussi beaucoup d'inquiétude parce que pour le moment, on a plus de questions que de réponses. Il y a quelques accommodements qui ont été faits là, par le CARMS grâce à nos discussions là, avec plusieurs interlocuteurs, mais c'est compliqué parce que c'est un processus qui est pan-canadien. Et donc, à part le Québec, tous les étudiants canadiens poursuivent leur formation et n'ont pas ces enjeux-là. Donc, on a eu une belle ouverture à nous accommoder, mais des fois, il y a aussi une question d'équité entre les autres étudiants qui, eux, leur processus continue. Et donc, ça crée beaucoup de stress. Puis là, on parle même peut-être d'inéligibilité au CARMS. Et là, ça amène un lot d'inquiétudes très grand parce que les gens se disent, ben si on est inéligible au CARMS, moi, par exemple, en neurologie pédiatrique, il y a un poste de résidence au Québec. Donc, quelqu'un qui veut vraiment aller là-dedans, souvent, sa stratégie, ça va être de dire, ben je vais appliquer pan-canadien, je vais appliquer dans toutes les facultés qui offrent cette résidence-là, puis peut-être je vais avoir une chance d'être pris. Puis eux, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'ils préparent leur dossier, font des groupes d'intérêt, peu importe. Et là, on leur dit, ben finalement, peut-être que toi, ton année... oups, on pourra pas. Ben là, c'est extrêmement stressant, c'est décevant, c'est choquant. Donc là, pour le moment, on ne sait pas encore. Et là, si jamais, puis même si on reste éligible, nous, on a peur que les étudiants québécois soient désavantagés parce que si un programme, par exemple, de chirurgie à Vancouver a le choix entre 2 bons étudiants, il y en a un, il vient de l'Alberta, puis il pourrait commencer la résidence le 1er juillet. Puis il y en a un autre, il est québécois, puis on dit, mais lui, il va commencer le 1er août ou le 1er septembre en raison de la grève. Ben là, peut-être qu'ils vont dire, ben lui, il va pouvoir commencer à opérer dès le 1er juillet, on va le prendre. Donc, nous, on a peur que les étudiants québécois soient désavantagés. Et en ce moment, on n'a même pas assez de postes de résidence au Québec pour accueillir tous les étudiants. Donc, on est aussi en discussion avec le gouvernement à ce niveau-là de voir si ça se matérialise, cette crainte-là, est-ce qu'on va être capable d'ouvrir plus de postes de résidence pour au moins
accueillir tous les étudiants en médecine du Québec. Évidemment, ce n'est pas une solution parfaite parce que, comme on disait, on souhaite vraiment que les étudiants puissent appliquer dans les programmes qu'ils souhaitaient, mais du moins, on ne voudrait pas augmenter non plus le nombre de no-match pendant un an parce que là, les conséquences vont être à rebours sur les autres années qui vont se ramasser avec plus d'étudiants qui vont appliquer au CARMS. Pour le moment, à l'heure actuelle, nous, les conséquences qu'on évalue sont donc sur les finissants de cette année, sur les finissants même de l'année prochaine en raison de ce qu'eux aussi ont manqué, puis un horaire assez chargé. Puis pour les autres cohortes, donc au préclinique, eux, c'est plus un enjeu en termes de qualité d'enseignement. À l'heure actuelle, ça serait les enjeux qu'on voit. Pour le moment, on n'est pas rendu à parler d'années de report. On est plus en termes de mois. On n'espère juste pas se rendre à un niveau plus grand. Puis c'est pour ça que même si la date butoir est dépassée, il faut quand même que ça se termine vite parce que les conséquences continuent de s'accumuler. Pour le moment, on en est là. Donc, on n'est pas à discuter là, d'un report d'entrée en médecine. Puis, tu sais, c'est des enjeux étudiants, mais ça revient à des enjeux populationnels, là. Tu sais, le système de santé a déjà une pénurie de médecins. On a déjà une difficulté d'accès. On peut pas se permettre, en plus, de retarder l'entrée de nouveaux médecins. Donc, oui, on défend les enjeux étudiants, mais on défend aussi l'accès à la population future, là. Puis à partir de maintenant, ça va toujours affecter la population, peu importe les décisions qui sont prises. Bien, en effet, à partir de maintenant, il va y avoir des impacts sur la population. C'est pour ça que nous, on espérait vraiment que le conflit se règle avant le 20 octobre, puis on espérait que le gouvernement entende cette sonnette d'alarme-là des doyens comme une date butoir. Malheureusement, la semaine dernière, là, il y a eu l'annonce de l'échec de la médiation par les deux fédérations. Alors, nous, on est arrivé à la conclusion que face à ça, on allait dépasser la date butoir. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Et donc là, les impacts vont être sur la population, ce qui est extrêmement dommage. Mais comme je disais tantôt, là, on parle de 500. Nous, on ressonne la clochette d'alarme. On ne veut pas se rendre à 1000. Alors, c'est pour ça qu'on espère de voir peut-être une solution cette semaine. Puis pourquoi le gouvernement avec les fédérations ne ferait pas de l'arbitrage en ce moment? Ouais. L'arbitrage, c'est un processus là, qui est utilisé au Québec pour certaines professions et qui a été utilisé récemment en Ontario. En Ontario, ils ont eu un peu le même problème que nous. Le gouvernement et les médecins ne s'entendaient pas pour l'entente cadre. Ils ont eu recours à un arbitrage. L'arbitrage, c'est qu'il va y avoir un arbitre, ça le dit, qui va écouter les deux parties puis qui va prendre une décision. Il va dire, bon, j'ai entendu eux, un acteur indépendant. Moi, je trouve que le juste milieu, il est ici. Et ça va être ça. Puis là, c'est exécutoire. Donc, le gouvernement, il est obligé d'exécuter la décision de l'arbitre. Donc, les fédérations médicales, eux, disent que leurs demandes sont légitimes et elles croient qu'elles ont raison dans leurs demandes. Et donc, elles se disent, si on va devant un arbitre, l'arbitre, il va entendre le gouvernement, il va entendre les fédérations médicales et il va arriver à une solution. Et les fédérations s'engagent à respecter cette entente-là, la proposition de l'arbitre. Le gouvernement, lui, a refusé. Il a nommé l'enjeu financier. Il a dit que l'arbitrage, ça coûterait beaucoup d'argent et tout. Donc là, c'est l'enjeu qu'il a nommé. Il y a aussi qu'il perd un peu le pouvoir de décider s'il s'en remet à un arbitre. Donc, je ne veux pas prêter d'intention au gouvernement, mais nous, notre lecture, c'est que on pense qu'ils préfèrent ne pas aller en arbitrage pour avoir plus de contrôle sur les décisions qui vont être prises. Un de leurs arguments, c'est que le salaire des médecins, c'est une grosse portion du budget. Ça, ils ont raison. Donc, eux veulent garder un pouvoir là-dessus, ne veulent pas s'en remettre à un acteur tierce. Donc, pour le moment, ça reste une des demandes des fédérations. Nous, la FMEQ, on appuie cette demande-là. On pense que, réalistement, nous, on voit qu'on est dans une impasse. Ça fait pas juste 5 semaines, là, ça fait des années qu'ils sont en discussion pour leur négociation. On a vu qu'en Ontario, on a eu un exemple de nos voisins que ça a super bien fonctionné. Donc, nous, on pense que ça serait une bonne solution. Mais réalistement, à l'heure actuelle, je pense que il y a très peu de chances qu'on aille vers cette voie parce que le gouvernement a clairement indiqué qu'il n'irait pas dans cette voie-là. Et donc, concrètement, le gouvernement, lui, s'est
c'est quoi qu'il veut faire face à cette impasse? Donc, le gouvernement et les fédérations, là, dans les dernières semaines, s'étaient entendus pour un médiateur. Un médiateur, c'est encore une personne tierce, indépendante, qui aide un peu, si on veut, à guider les discussions, mais n'est pas exécutoire. Donc, même si le médiateur disait « Ah, ben voici la bonne solution selon moi », les partis ne sont pas contraints à l'appliquer. Donc là, la médiation a eu lieu et les fédérations ont expliqué que les négociations allaient de bon train, mais que finalement, le gouvernement a persisté dans sa volonté d'appliquer le projet de loi 106 et donc, ça a amené à un échec de la médiation. Il faut dire, nous, la FMEQ, on est au sein de ce conflit-là avec tous les étudiants, mais on n'est pas aux tables de négociation. Puis les tables de négociation, c'est confidentiel. Donc, il y a une grosse partie qui nous échappe parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est discuté d'un bord et l'autre. Et donc, oui, on a des discussions avec les fédérations, on a des discussions avec le gouvernement, mais on n'a pas l'information dans le détail de ce qui se passe aux tables de négociation. Donc, suite à l'échec de la médiation, nous, on est extrêmement déçus parce qu'on espérait que ça vienne à une entente. Comme je disais plus tôt, le gouvernement a annoncé qu'il allait mettre une quatrième offre, je pense, là, aux fédérations cette semaine. Donc, peut-être que cette offre-là sera la bonne. Sinon, le gouvernement a parlé, il a maintenu son désir d'adopter le projet de loi 106 et il a même parlé d'un bâillon. Un bâillon, c'est une procédure qui permet d'éviter certaines autres procédures pour adopter le projet de loi plus rapidement. Nous, on espère que le gouvernement n'ira pas dans cette voie parce que on veut que le projet de loi 106 aille en commission détaillée, qui est la prochaine étape là, dans la vie d'un projet de loi, si on veut, où chaque article va être discuté avec les oppositions puis où on peut apporter des amendements. Puis nous, on croit que c'est un processus qui est essentiel à tout projet de loi si on veut passer des lois qui sont des bonnes lois, bien écrites, parce qu'une fois que c'est une loi et c'est difficile à changer, donc on veut pas avoir à reculer. Et donc, nous, on espère qu'il va pas. Si le gouvernement décide de poursuivre avec le projet de loi, on espère au moins qu'il va pouvoir passer par cette étape-là qu'on juge cruciale. Et, mais sinon, s'il n'y arrive pas à une entente, le gouvernement a aussi parlé d'utiliser une loi spéciale pour forcer là, les médecins à revenir à l'enseignement. Nous, on croit aussi que ça serait une triste fin à ce conflit, là. On est probablement des étudiants optimistes, mais on croit quand même qu'on serait capable d'arriver à une entente. Là. De tout temps, il y a eu des ententes là, entre le gouvernement et les médecins. Donc, on espère que ça va être via cette voie et non une loi extrêmement coercitive. Parlons un peu des médecins qui ont déjà quitté le Québec ou qui parlent, qui sont vraiment honnêtement à la recherche active de changer de province ou même de pays. Est-ce que la FMEQ ou toi ont des inquiétudes par rapport à ça? Oui, on a des inquiétudes parce que, évidemment, nous, à la FMEQ, on encourage les étudiants formés ici à pratiquer ici, puis j'ajouterais même dans le système public. Puis c'est un enjeu qu'on a beaucoup discuté en début d'année. Là, il y a eu le projet de loi 83 qui est maintenant une loi. Là. C'est plus un projet de loi, ça a été adopté, mais qui va obliger les étudiants en médecine à signer des contrats, les obligeant à pratiquer la médecine au Québec au public pendant une durée de 5 ans. Nous, on partageait là, l'objectif du ministre d'encourager les gens à rester au Québec. Évidemment, on était contre le fait d'utiliser des contrats pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est extrêmement coercitif. Deuxièmement, selon nous, ça brime des droits là, des gens à exercer leur métier où ils veulent dans le pays. Là. Et on trouve aussi que, tu sais, au Québec, on entendait souvent l'argument de « Ah, mais on a payé vos études ». Puis nous, on était en désaccord avec cet argument-là parce que au Québec, on a une gratuité scolaire partielle qui est un choix de société qui a été fait là, lors de la Révolution tranquille où on a décidé de subventionner les études pour permettre aux gens d'étudier et de pouvoir atteindre des niveaux professionnels plus élevés. Et donc, on pense que c'est un recul, là, tu sais, que le Québec oblige des gens formés ici sous prétexte qu'on a payé leur formation, alors qu'au contraire, il y a plein de Québécois qui ont été formés ici, qui par la suite vont faire des exploits dans le monde et qu'on est fiers de ces gens-là qui ont utilisé leur bagage québécois pour aller faire des grandes choses ailleurs dans le monde. Et donc, on s'est positionné vraiment contre ce projet de loi-là. Finalement, le gouvernement a décidé de l'adopter. Il sera probablement appliqué là, l'année prochaine.
selon l'évolution. Mais on partageait la crainte du gouvernement on veut pas voir les gens partir. Bon, je pense, premièrement, le discours qu'il y a une exode des étudiants, nous, on y croyait pas, là. On a présenté des chiffres en commission parlementaire, mais oui, il y a des gens qui quittent le Québec, mais nous, on pense qu'on peut pas, le mot exode n'est pas représentatif de la situation actuelle. Puis on pense que la vraie manière que les gens restent ici, ben, c'est de les encourager à rester ici. Leur donner les conditions qu'ils veulent, qui sont, ben, les conditions qui vont faire qu'ils veulent rester ici. Et non de les obliger. Parce que nous, notre crainte, c'est, bon, ils vont faire 5 ans, mais après le 5 ans, on dirait quasiment que ça donne le goût de partir. Dire, ben là, je t'ai attaché ici pendant 5 ans, maintenant que c'est fini, je m'en vais. Alors que c'est pas une vraie question. Tu sais, après 5 ans, il n'y a rien de différent d'avant 5 ans, mais juste l'idée du contrat, de la coercition, on a peur que ça crée cet effet-là. Puis on a aussi peur que les gens quittent le Québec avant même de devenir médecin, au moment de la résidence, pour éviter de signer ces contrats-là. Puis on avait mené des sondages là, auprès des étudiants lorsque le projet de loi 83 était sorti. Puis je pense que c'était 57 % des étudiants qui considéraient appliquer hors du Québec pour éviter de signer ce contrat-là. Puis beaucoup nous disaient, moi, là, je veux pratiquer au Québec, au public, mais j'ai pas envie d'avoir un contrat qui m'y oblige. Pour plein de raisons, il y en a qui, par exemple, leur famille vient d'ailleurs dans le monde, puis ils disent, ben moi, je veux, si un de mes parents est malade ou quoi que ce soit, je veux pouvoir retourner voir ma famille, les épauler, les aider, travailler là-bas. Il y en a d'autres qui, au sein du Québec, se sont fait un conjointe qui vient d'une autre province, puis ont comme plan d'aller dans cette province-là après. Tu sais, comme les gens ont leur plan de vie et n'ont pas nécessairement le goût d'être obligés par un contrat. Donc ça, c'est une crainte qu'on avait. Puis là, avec le projet de loi 106 qui s'ajoute, puis on l'a entendu récemment dans les médias, des médecins, là, donc si on sort des étudiants, là, vraiment des médecins, il y en a plusieurs qui évaluent de quitter le Québec parce qu'ils se disent, ben là, moi, ça me convient plus, t'sais, oui, les conditions de pratique, mais aussi le climat, là, on accuse beaucoup les médecins, on porte beaucoup de commentaires négatifs là, des médecins, on les traite de paresseux, puis pour les étudiants en médecine aussi, là, ils ne sont pas épargnés par des commentaires négatifs. Donc, plusieurs se disent, ben moi, j'ai pas tout fait ça, je suis pas médecin pour finalement me faire taper dessus à longueur de journée. Et donc, on entend beaucoup ce discours-là de vouloir quitter pour d'autres provinces. Puis nous, ça nous inquiète parce que, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est offrir les meilleurs soins possibles à la population québécoise. Puis on a besoin de médecins, puis on veut que les médecins restent au Québec. Mais c'est sûr que dans le climat actuel, on a l'impression que si ce discours-là négatif autour des médecins, puis continue, ben oui, on va voir une exode. Ben on pourrait voir une exode des médecins. Puis c'est encore plus fort pour certaines régions, comme par exemple Gatineau, qui ont une pénurie marquée parce que quelqu'un qui décide de changer de province peut rester exactement au même endroit avec sa famille, juste traverser le pont et avoir des conditions différentes. Donc, il y a des régions encore plus touchées, mais même au niveau du Québec, là, on est inquiet, puis on espère que le ton change pour que les médecins qui... Tu sais, les gens ne rentrent pas en médecine en se disant ah oui, moi, je rentre en médecine pour pas beaucoup travailler ou pour partir ou pour aller au privé. Tu sais, c'est pas ça qu'on entend. Là. La majorité des gens veulent travailler ici, veulent être dans le public, veulent aider les gens. Puis j'ai l'impression que c'est au fil de leur parcours qu'ils sont découragés un peu, si on veut, et là, envisagent l'option de quitter. Je pense que la loi 83, qu'est-ce qui choque, c'est vraiment de se faire forcer à être au public quand, anyway, la majorité des étudiants, on veut travailler au public. Moi, je donnais l'exemple de comme tu pars pour aller ranger ta chambre, puis là, ta mère te dit « Va ranger ta chambre, là, ça fait 3 fois que je te le dis. » Puis là, ça te tentait, t'étais partie, t'étais dans le mood, t'avais ta musique. Mais là, on dirait que ça te tente plus, puis t'es comme « Ah là, je me sens obligée, là, je veux plus. » Et donc ça, c'est un sentiment, je pense, très humain. Là. Je pense que n'importe qui peut se reconnaître un peu et dire c'est juste le fait d'être contraint, d'être obligé qui me dérange. Puis ça, on le comprend, ce sentiment-là, parce qu'il y a personne qui veut signer des contrats pour rien. On en signe parce qu'on doit le signer, on doit s'entendre, mais ce contrat-là, il n'est pas essentiel. Puis il y a d'autres manières de garder les gens ici qui vont être aussi bénéfiques à long terme. On veut pas que les gens restent ici 5 ans. On veut qu'ils restent ici toute leur vie. Et c'est pas un contrat de 5 ans qui va faire ça. Absolument. Puis justement,
plus concrètement, sur la population, c'est quoi les impacts auxquels on peut s'attendre? Puisque là, ça fait plusieurs projets de loi qui passent qui sont coercitifs envers les étudiants, envers les médecins. Ben, à une diminution des soins. Tu sais, si les médecins quittent, on est déjà en manque de médecins. Il y a une limite aussi à la quantité de médecins qu'on peut sortir, tu sais, de l'école, je parle, surtout en ce moment. Mais il y a une limite. Et donc, en ce moment, on est déjà dans les, comme je disais tantôt, dans les plus grosses cohortes d'étudiants en médecine au Québec. Puis, même si on se disait, par exemple, demain matin, j'ai besoin de plus de médecins, ben ça prend 10 ans à former un médecin. Donc, c'est pas comme si, en plus, on pouvait être réactif. Puis, donc, s'il y a beaucoup de médecins qui quittent, on ne formera pas vraiment plus de médecins, ou du moins pas à court terme. Et donc, il va y avoir une diminution des soins offerts à la population. Puis ça, je pense que tout le monde veut l'éviter. Et donc, puis, tu sais, si la population se sent impuissante là-dedans, moi, le seul message que je dirais, ben ça serait de ne pas encourager le doctor bashing. Là. Oui, il y a des revendications qui peuvent être faites, il y a des opinions qui peuvent être données, on peut critiquer des choses des médecins, mais je pense que le discours négatif, les insultes, ça doit cesser. Là. Je pense que ça, c'est dans le pouvoir de tout le monde. Là. On le voit, là, allez voir les commentaires en dessous d'articles là, de médecins, là, c'est quelque chose. Fait que ça, je pense que c'est pas gros, là. Peut-être vous me direz, mais ça serait peut-être la partie de la population qu'on arrête ce discours-là, qu'on arrête que la médecine, ça revienne toujours dans le débat politique, qu'on sorte un peu de ça, qu'on sorte d'enjeux électoraux qui reviennent aux 4 ans, puis que vraiment on se dise qu'est-ce qui est bon pour le système de santé pour sa pérennité, là, pas pour un échéancier de 4 ans. Plusieurs médecins qui disent, mais consultez-nous, tu sais, on veut pas juste FMOQ, FMSQ, mais en général, je pense que les médecins sont déçus de ne pas avoir été plus consultés pour décider de l'avenir du système de santé. Oui, bien nous, avec le projet de loi 83, ça a été un peu la même chose. Là. On n'a pas été du tout consultés pour ce projet de loi-là. Alors, il y a beaucoup de points négatifs qu'on a amenés en commission parlementaire, que le ministre a montré une ouverture, puis nous disait, OK, ça, je vais le changer. Mais on se disait, on ne serait pas obligé d'être là si on avait été consulté avant. Évidemment, on aurait quand même été contre ce genre de projet de loi-là, mais je me dis au moins on aurait pu diminuer les impacts négatifs qu'il pourrait avoir en amont d'en arriver en commission parlementaire. Puis ça a été la même chose pour le projet de loi 106 où les médecins ont déploré qu'ils n'aient pas été consultés, alors que le ministre et puis même le premier ministre disait que c'est une réforme qui attendait depuis 20 ans. Ben peut-être qu'il aurait pu attendre 1 an de plus puis consulter tout le monde et qu'on arrive à quelque chose sur lequel on s'entend mieux. Ouais. On parle du manque de ressources, de personnel, de temps. Puis il y en a des solutions qui sont proposées par d'autres médecins, mais ils ne sont pas consultés. Un travail d'équipe pour améliorer le réseau et non d'avoir l'impression qu'on joue dans 2 équipes différentes, malgré qu'on dise qu'on veut le même objectif. Donc, nous, ce qu'on espérait, c'est justement cette écoute-là, ces solutions-là qui soient écoutées, de travailler vraiment en équipe pour y arriver. Et aussi de voir une implication, oui, des médecins, mais aussi des autres acteurs du réseau. C'est quelque chose qui a été vraiment décrié là, dans le cadre du projet de loi 106, c'est de dire, on a l'impression que les médecins sont les boucs émissaires de tous les problèmes du réseau, alors que le réseau, c'est beaucoup plus que les médecins. C'est évidemment tous les autres professionnels à l'intérieur, que ce soit les infirmières, les psychothérapeutes, les physiothérapeutes, mais on peut aussi parler à l'échelle d'un hôpital, des infrastructures, des infrastructures informatiques, des concierges, des infirmières, tout ça, ça fait partie du réseau. Et oui, il y a des choses qu'on peut changer chez les médecins, mais je pense que nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des solutions aussi pour tout le reste. Qu'est-ce qu'on propose? Parce que juste s'attaquer aux médecins, c'est une partie essentielle du réseau, mais ce n'est pas la seule. Ils annoncent qu'ils veulent, exemple, que les médecins restent, mettons les GMF ou les GMFU restent ouverts les soirs et les fins de semaine, mais ensuite pour avoir des réceptionnistes ou des infirmières de plus parce que tu en as besoin dans un GMF pour que ça fonctionne, et physio et travailleur social, etc. Ça, c'est comme arrangez-vous. Fait que là, puis sinon, tu vas être pénalisé en tant que médecin si ton GMF roule pas. Oui, exactement. Il y a plusieurs situations comme ça. On a souvent entendu là, les salles d'opération qui sont pas toujours ouvertes puis c'est en dehors du pouvoir des médecins, mais GMF, c'est un autre bon exemple. Il y a plein d'enjeux à ouvrir les soirs et les fins de semaine. Il n'y a pas juste les médecins que c'est compliqué les faire travailler les soirs et les fins de semaine. Je dirais
n'importe qui, essayer d'avoir un service à votre banque le soir, la fin de semaine, on oublie. Alors, tout le reste du personnel, ben c'est compliqué à organiser aussi. Il faut, si on veut que le GMF roule puis roule bien, ben il faut tout le personnel, mais tout le personnel le soir et la fin de semaine. Donc, je comprends la frustration des médecins de dire pourquoi j'aurais la responsabilité, moi, que ça arrive, alors que même si je veux, si je suis pas capable d'avoir une équipe autour de moi ouverte dans ces heures-là, ben le GMF est fermé. Donc, je pense qu'elle a aussi la frustration de dire je peux pas être responsable pour des choses en dehors de mon contrôle. Puis, étant donné qu'on est à l'Omnipod, donc un podcast qui favorise la médecine familiale, c'est sûr qu'on aimerait aborder le fait que les facultés universitaires, nous on est à l'Université de Montréal, ont vraiment fait un gros programme de valorisation de la médecine familiale depuis environ 1 an. Aussi, la FMOQ fait une campagne de valorisation. Puis honnêtement, de nos collègues et de nous-mêmes, ça a vraiment fonctionné dans le sens que de plus en plus, on voyait plus de médecins de famille qui nous donnaient des cours puis ils nous donnaient le goût. Mais là, avec tout ce qui se passe sur la PL 106 puis surtout, mettons que là, les gens s'en vont, ça a comme freine une couple de gens. Et toi, tu penses que les répercussions vont être comment sur la médecine familiale? Oui. Moi, à la FMEQ, là, depuis 2 ans, je m'implique dans le dossier de la valorisation de la médecine de famille. Là. Je siège notamment à la table nationale de la valorisation de la médecine de famille, là, qui est co-dirigée, je ne sais pas exactement le terme, là, mais par le ministère de la Santé et la FMOQ. Puis, en effet, il y a il y a eu beaucoup de campagnes, puis comme tu disais, même au niveau universitaire, pour donner le goût aux étudiants en médecine d'aller en médecine de famille, qui était une spécialité qui perdait de l'attrait. On voyait là, année après année, on parlait des postes non comblés là, après au CARMS. Là, et du fait que nous, le Québec avait besoin de médecins de famille, puis même que le gouvernement voulait augmenter le nombre de médecins de famille. Et donc, oui, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites pour valoriser ça, mais en effet, nous, ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on a l'impression qu'on travaille très fort pour faire un pas, puis que finalement, avec le contexte politique, avec ce qu'on entend, avec les commentaires sur les médecins de famille, on recule de 2 pas. Et donc, on est inquiet de, que ce qu'on a fait n'aille pas percolé ou que ça ne fonctionne pas. Mais aussi des impacts que ça va avoir, tu sais, futur. Si les étudiants en médecine ne veulent pas y aller maintenant, c'est des médecins de famille de moins pour les Québécois, puis on sait qu'on en a besoin. Puis moi, tu sais, sur peut-être une touche personnelle, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait toujours besoin de la valoriser. Tu sais, des fois, j'ai l'impression on dirait qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi il faut autant valoriser ça alors que c'est une belle profession? Moi, j'y crois vraiment. Moi, je vais aller en médecine de famille, donc je suis déjà convaincue. Mais j'ai hâte qu'on arrive à l'étape qu'on arrête de la valoriser puis qu'on se dise, hey, c'est une belle profession. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on travaille fort, puis là, je me dis, je veux pas que ça donne l'impression que on cache quelque chose, tu sais, que c'est pas une belle spécialité, alors que c'est une super belle spécialité. Je pense que les initiatives qui fonctionnent bien, c'est de faire connaître la médecine de famille aux étudiants. Je pense qu'avant, ce qui manquait, c'est qu'on était très peu exposés à la médecine de famille. Par exemple, moi aussi, j'étais à l'UDM, puis, tu sais, on n'avait pas de bloc à part entière de médecine de famille dans le cursus. On a des blocs comme de chaque spécialité, puis il y en a là-dedans qui abordaient des pathologies ou une partie de la tâche des médecins de famille, mais toujours au sein d'un bloc d'une autre spécialité. Et donc là, il y a beaucoup d'efforts pour faire connaître la médecine de famille aux étudiants. Puis en effet, je crois que ça percole. Là. Je crois qu'on voit l'intérêt qui monte là, au sein des facultés, mais c'est de continuer cet effort-là, puis de ne pas les décourager alors qu'on essaye que ça fonctionne. Donc c'est une demande aussi là, à la table de valorisation qu'on a fait au ministre cet été, de changer le discours par rapport aux médecins de famille parce qu'on craignait, que des médecins de famille en place disent « je quitte le Québec » ou « j'arrête de pratiquer », mais aussi que les étudiants disent « moi, je n'irai pas en médecine de famille, c'est trop compliqué », tu sais. Donc, on espère juste que les efforts pourront, tu sais, une fois qu'on va sortir de la crise actuelle, qu'on va pouvoir continuer ces efforts-là pour que la médecine de famille aille l'attrait des étudiants. Dans la situation actuelle, qu'est-ce que la FMEQ fait pour les étudiants? Ouais, je pense que dans ce genre de situation-là, une crise comme ça, la FMEQ a vraiment là, toute sa raison d'être.
des fois, ça peut être visible ou non là, par les étudiants, ce qu'on fait. Puis comme je disais tantôt, évidemment, on est limité dans ce qu'on peut faire du fait qu'on n'est pas aux tables de négociation. C'est un peu un conflit qui nous dépasse. Mais nous, notre priorité est vraiment de représenter les étudiants. Puis ça se décline sur plusieurs facettes. Il y a d'abord la représentation externe qu'on fait. Donc, on a des discussions, des rencontres, des appels avec tous les partis. On parle avec la FMSQ, on parle avec la FMOQ, on parle avec la FMRQ, on parle avec le cabinet du ministre de la Santé, on parle avec le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la ministre de l'Enseignement supérieur pour vraiment représenter les étudiants, parler de leurs craintes, puis aussi, même déjà, être dans la prochaine étape de qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, particulièrement avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de voir les accommodements possibles. Aussi avec les instances universitaires, donc avec les doyens, les vice-doyens, où on discute, on relaie ce que nous, on entend de nos membres, des inquiétudes, de ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, il y a quand même des gains concrets. Par exemple, il y a eu des assouplissements là, par rapport aux CARMS pour les étudiants externes qui appliquent pour pouvoir diminuer là, l'impact que ça a sur eux, cette grève-là. Aussi de la représentation au niveau canadien parce que il y a plusieurs agréments qui sont donnés là, par des instances canadiennes. Donc, c'est important aussi de dire, hey, nous, au Québec, on a une situation particulière. On veut pas que les étudiants soient aient des dossiers moins compétitifs. Donc, il y a toute la représentation. Ensuite, il y a aussi tout ce qu'on fait à l'interne pour être sûr de vraiment représenter l'intérêt des étudiants. Ça se fait en partenariat là, avec les associations locales qui représentent les étudiants de chaque université. On a des discussions quotidiennes avec les présidents et les membres des associations pour adapter, changer la position parce que ça peut sembler une ligne droite, mais il y a eu plein d'événements dans la situation où on se demandait comment on se positionne par rapport à ça, comment on se positionne par rapport à ça. Et nous, à chaque fois, c'est important de retourner aux étudiants pour vraiment représenter les étudiants. Il y a aussi des efforts de vulgarisation qu'on fait pour que les étudiants comprennent qu'est-ce qui se passe, que ça soit d'expliquer le projet de loi 106, d'expliquer la situation, puis aussi toute la partie médiatique. Nous, on a l'impression que malgré que on n'ait pas vraiment notre mot à dire dans les négociations, ben on veut au moins que se faire entendre pour les conséquences que ça a sur nous en ce moment, le conflit. Et c'est pour ça qu'on a fait là, vraiment beaucoup d'entrevues pour parler des étudiants puis que les gens sachent les conséquences que ça peut avoir. Hey, merci beaucoup, Félicia. Merci à notre partenaire, Fonds FMOQ.